Si tu es irremplaçable dans une entreprise, tu ne peux pas la vendre. On finit par être dans une situation où les intelligences artificielles parlent aux intelligences artificielles. C'est assez débile, hein, que les gens découvrent les nouvelles technologies au travers du porno ne me pose aucun problème moral. Aucun patron au monde va payer quelqu'un pour faire en 3 jours ce que ChatGPT fait en 3 secondes. Cette euthanasie écologique justifiée par des faux chiffres, des fausses données sur la situation écologique, en faisant croire aux jeunes que l'environnement est catastrophique alors qu'il n'a jamais été aussi bon, ça me fait très peur. Ça conduit d'ailleurs les jeunes à ne plus faire de bébés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la création de Doctissimo? Pourquoi et comment tu as abouti à ça? Donc, on est dans une phase de fainéantise, de démission intellectuelle de beaucoup de gens. Ça suppose beaucoup de boulot, ça suppose de ne pas glander, et ça suppose de faire le contraire de ce qu'en font les jeunes aujourd'hui, qui vont dans des facs merdiques, des facs poubelles, où ils n'apprennent rien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ma chaîne le docteur Laurent Alexandre. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Merci d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un honneur de te recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, on va parler de plusieurs sujets. On va parler évidemment d'intelligence artificielle, évidemment. On va parler de santé, hein, on va parler un petit peu de ton parcours, un petit peu à la base, qui est lié à la santé. Et puis, je crois que tu exerces toujours en médecine. Je voulais parler aussi de l'intelligence humaine, intelligence artificielle, mais aussi on pourrait parler de l'intelligence de l'homme avec un grand H, et de son avenir un petit peu. On va essayer de prédire un petit peu le futur avec Laurent Alexandre. On va parler aussi peut-être politique et société, et peut-être santé, longévité et transhumanisme. Voilà, le petit programme qu'on s'est prévu. Est-ce que je peux te demander avant tout de te présenter un petit peu, puisque peut-être que ta manière de te présenter il y a 2 ans, elle n'est pas la même qu'aujourd'hui? Oh, elle n'a pas beaucoup changé. Je Ouais. suis un médecin qui s'intéresse beaucoup à l'économie, et qui s'intéresse beaucoup à l'informatique et à l'intelligence artificielle. Et j'ai créé plusieurs startups dans le domaine de l'innovation médicale, dans le domaine de l'IA, et puis dans le domaine de l'informatique, certaines étant connues du grand public, comme Doctissimo, par exemple. Ok, super. C'est vrai que tu as vraiment plusieurs casquettes, hein, chirurgien, urologue, c'est ça, hein? Urologue? Ouais, Mhm. entrepreneur aux multiples casquettes, auteur, expert de l'intelligence artificielle. Sur internet, je regardais un petit peu les derniers podcasts que tu avais faits. Sur les commentaires, ça y va fort, hein. Ça y va fort, les mecs. En fait, c'est difficile pour les gens de voir quelqu'un qui a des compétences multiples dans plusieurs domaines. C'est dur à accepter. Comment tu expliques ça? C'est critique. Tu sais, même les gens les plus gentils, même les saints, même les gens qui consacrent leur vie au bien public, ce qui n'est pas mon cas, se font insulter sur les réseaux sociaux. Donc, il faut s'habituer au fait que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens malheureux, il y a beaucoup de gens aigris, il y a beaucoup de gens qui, sous couvert d'anonymat, se permettent d'insulter la terre entière pour cacher leur propre misère affective, leurs propres difficultés. Je trouve ça un peu con, mais j'ai fini par m'y habituer. Les gens sont souvent malheureux, et ils ont besoin de compensation. Et l'insulte est finalement une compensation extraordinaire pour tous les trolls qui se cachent derrière l'anonymat des réseaux sociaux. Ok, ok. Rien à voir, mais ça me fait penser à quelque chose. Sur le dernier podcast que j'ai publié sur la chaîne, j'ai mentionné un nom. En fait, je trouve un mec assez intelligent, et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit lui, intelligent, on aura tout vu. Je trouve que juger l'intelligence de quelqu'un, c'est fort quand même, en fait. Tu sais, Descartes avait déjà tout dit il y a plusieurs siècles. Tout le monde se croit intelligent et tout le monde pense que les autres sont des cons. Ça n'a pas changé depuis le XVIIe siècle. Ouais, ouais. On compare toujours par rapport à soi, en fait. Et on pense qu'on est très intelligent et on pense que les autres sont des sales cons. Ouais. Ça a toujours été comme ça et ça va continuer. Donc, il ne faut Bon. pas s'émouvoir de l'analyse que les gens font de l'intelligence des autres. Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Ok. Bon, première partie, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur ton histoire avec Doctissimo, et peut-être le lien avec le web et la santé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la création de Doctissimo? Pourquoi et comment tu as abouti à ça? Écoute, je me suis intéressé à l'Internet à partir de 1994.
Et j'ai créé d'ailleurs une société de services informatiques spécialisée dans le web, fin 94, début 95, que j'ai cotée à la Bourse de Paris en début 2000. Donc, je m'intéressais à l'Internet depuis longtemps, je m'intéressais aux applications santé depuis longtemps, et au tournant 99-2000, je me suis lancé dans l'aventure de créer un site s'adressant aux patients, mais aussi aux médecins en matière médicale, avec des forums actifs. Au début, ça a très très mal marché, hein. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu des dizaines de millions, et puis ça a commencé à décoller en 2004-2005. C'est-à-dire au bout de 4 à 5 années de pertes abyssales, de pertes angoissantes, ça s'est mis à décoller quand le trafic web a beaucoup augmenté et quand le débit s'est mis à exploser grâce à la fibre ADSL. Parce que pour télécharger une page de Doctissimo, il fallait souvent 1, 2, 3 minutes, tellement les débits internet étaient lents en 2000-2001. Donc, quand les débits ont augmenté, ça a permis aux gens d'aller plus vite et de consommer davantage de web. Le nombre de prises ADSL à haut débit, à cette époque-là, doublait chaque année. Donc, c'était une explosion extraordinaire de l'audience. Et je suis monté rapidement à 2 millions de visiteurs par jour, chaque jour, ce qui représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est plus de monde que les gens qui regardent le journal télévisé sur une chaîne de télé en 2025. C'est une démarche proactive que le mec qui allume la télé, c'est un peu passif, quoi. Donc ça a plus de valeur, l'attention. Oui, mais comme tu sais, il y a beaucoup moins de gens qui regardent la télé aujourd'hui et de plus en plus de gens qui regardent l'Internet. Et Mmh. donc, il y a eu un vrai changement qui est arrivé entre 2004 et 2005 avec l'augmentation des débits sur Internet. Inversement, depuis la sortie de ChatGPT, l'audience des sites web est en train de s'effondrer. Les sites santé, pas seulement Doctissimo, voient leur audience s'effondrer dans le monde entier parce que les gens ne vont plus sur les sites santé, ils posent directement des questions à ChatGPT. C'est vrai. C'est vrai, La, c'est un peu la oui. la, la, la courbe d'audience de Doctissimo, comme de tous les sites santé dans le monde, elle est catastrophique. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que ces sites-là sont en train de mourir. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, à la santé, et cetera. C'était quoi en 2012-13? J'allais beaucoup sur Doctissimo, mais aussi sur Passeport Santé. Bah, ça me faisait rire parce que tu sais, tu tapais le bienfait des figues et tu avais toujours un bienfait à n'importe quel aliment. Mais c'était sympa, ça m'a donné goût un peu à la nutrition. Et je pense que ces sites, voilà, c'est un peu du passé, quoi. C'est un peu, ouais, c'est fini, quoi. Ouais. C'est la fin d'un cycle. Ouais, c'est la fin d'un cycle. Et il y a peut-être il y a pas une petite nostalgie un peu que tu éprouves ou pas du tout de ton côté? Oh, j'ai vendu Doctissimo il y a 17 ans, donc la nostalgie est passée. Ouais, c'est resté ton bébé quelques années quand même ou pas? 2 ans à peu près. Ah ouais. Mais j'y avais consacré beaucoup d'énergie, donc c'est normal. Mais après, je m'en suis éloigné, j'ai fait le travail de deuil petit à petit. OK. C'était ta première aventure entrepreneuriale, Non, non, Doctissimo? non. Bah, je t'avais dit avant, j'avais créé une société de services informatiques que j'ai cotée à Mmh. la Bourse de Paris. Et puis j'avais créé des boîtes de conseil antérieurement, C'est avant. euh, OK. de conseil en data management notamment. D'accord, OK. Et enfin, rien à voir, hein, mais tu vois, moi des fois on me dit, «Comment tu arrives à tout faire?» Mais quand je t'écoute, toi, comment tu arrives à tout faire, tu vois? J'avais une bonne mémoire, Ouais, j'étais un gros travailleur, j'étais pas une grosse feignasse. ouais. Et puis, je concentrais bien mon emploi du temps. Je n'ai jamais eu de secrétaire pour éviter qu'on me mette des réunions inutiles, des rendez-vous inutiles. C'est toujours moi qui gère mon agenda. Alors, je ne suis pas prisonnier de journées remplies de réunions inutiles qu'on me case. J'ai toujours fui les réunions, ça sert à rien, on s'emmerde. J'ai toujours privilégier mon temps utile, et j'ai toujours échappé à la réunionnite qui mine les managers et qui leur fait perdre un temps infini. Personne n'écoute personne, on regarde des diaporamas PowerPoint totalement insipides. D'éviter la réunionnite, ça permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps et de faire plein d'autres choses. OK, ouais, ouais. Alors, par contre, bon, on dépasse un peu la santé, mais, du coup, tu étais forcément irremplaçable un peu dans tes sociétés, par contre? Pas du tout.
Ah bon? D'ailleurs, quand j'ai vendu Doctissimo, je suis parti la nuit même et il n'y a eu aucune catastrophe. Tout a toujours été organisé pour que je ne sois pas irremplaçable, pour que ça continue à tourner après mon départ. D'ailleurs, si tu es irremplaçable dans une entreprise, tu ne peux pas la vendre parce que Ben, bon, les acheteurs n'achètent pas une boîte qui va mourir quand le fondateur est parti. Donc, j'ai toujours considéré qu'il fallait absolument que je sois totalement remplaçable et que je puisse mourir, partir, faire autre chose sans qu'il y ait aucune conséquence pour l'entreprise. Je pense qu'un mauvais patron, c'est un patron irremplaçable. c'est clair, c'est clair. Tu vois, bon, c'est à une autre échelle, mais moi, en milieu rural, les entreprises qui sont en vente, c'est beaucoup des entrepreneurs, tu vois, des mecs dans le bâtiment. Et en fait, quand le mec est pas là, la boîte, elle vaut rien, hein, ça vaut juste le stock, quoi. C'est impossible, hein. Mm. Ouais. Donc, automatiser le business, c'est vrai que c'est la seule chose à faire pour valoriser l'entreprise au moment de la vendre, hein, c'est clair. L'aventure Doctissimo, là, t'en as gardé au niveau, tu vois, au niveau de la relation des gens et des patients avec leur santé, tu as pu en retirer quelques leçons, tu as appris des choses sur le comportement des patients. Pas tellement parce que comme j'ai passé une bonne partie de ma vie à voir des malades et à opérer, je connaissais les patients. Donc je connaissais les angoisses des gens, je connaissais la façon dont ils formulent leurs angoisses, leurs interrogations. Donc Doctissimo ne m'a pas beaucoup apporté personnellement sur ma compréhension du rapport entre les gens et leurs maladies que je connaissais par mon exercice personnel. D'accord, Mais parce que j'aurais pensé que l'anon- D'accord, parce que j'aurais pensé que l'anonymat, ça puisse libérer un peu les gens. T'as pas vu ça? alors, sur les forums de Doctissimo, les gens n'étaient pas si anonymes que ça. D'ailleurs, il y avait pas Ah, beaucoup de gens qui déconnaient. ok. C'était des communautés assez soudées. Il y avait beaucoup de monde sur les forums de Doctissimo. Ouais. Et, et l'anonymat ne les rendait pas fous. Et on censurait assez vite les gens qui poussaient le bouchon trop loin, parce qu'on ne voulait pas laisser pourrir les forums par des gens mal intentionnés, des gens malhonnêtes, des charlatans, etc., etc. Ok, ça marche. Ok. Tu vois, Doctissimo, c'est sur la décroissance, sur la descente. Par contre, un forum comme Reddit, il est souvent mis en source lorsque tu fais une requête sur ChatGPT. Tu vois, comment tu l'expliques ça? Alors, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur Reddit et effectivement, on sait depuis quelques semaines dans une étude qui a été faite que Reddit est pas mal utilisé pour l'entraînement des, des IA comme ChatGPT. Alors, est-ce que ça va durer longtemps? C'est pas certain parce que les réponses sur ChatGPT sont de plus en plus écrites sur Reddit sont de plus en plus écrites par ChatGPT. C'est-à-dire les Eh oui. gens qui participent aux discussions sur Reddit, ils en ont marre de rédiger eux-mêmes et ils demandent à ChatGPT de rédiger. Donc en réalité, on se retrouve avec des forums Reddit qui sont en réalité écrits questions et réponses par ChatGPT. Donc ça risque d'abîmer Reddit dans les années qui viennent s'il n'y a pas un mécanisme pour empêcher les IA de rédiger directement les réponses dans Reddit. C'est clair, oui, on est en perte d'authenticité sur Internet, quoi. Bah, on finit par être dans une situation où les intelligences artificielles parlent aux intelligences artificielles. C'est assez débile, hein. C'est Ouais, assez, ouais, c'est assez dérisoire. ouais, ouais, c'est vrai, hein. Ouais, ouais. Ok. Ben justement, ça permet d'embrayer un peu sur le sujet de l'IA et l'intelligence humaine, qui vont forcément être en compétition à un moment donné. Moi, la réflexion que je me fais, c'est, bon, et tu te l'es faite évidemment, l'IA, on peut la mettre en opposition à l'intelligence humaine, sauf que l'intelligence artificielle, elle s'améliore, elle progresse, et le QI stagne, voire descend un petit peu. Comment ça va finir, ça? Bah, si on continue comme ça, si l'intelligence artificielle continue à galoper et qu'on continue à bosser de moins en moins, ça va mal finir. Comme tu sais, et comme je l'ai écrit avec Olivier Babot et Alexandre Tsikopoulos dans le Figaro, 88% des étudiants anglais utilisent ChatGPT pendant les examens. 88%. Ils rédigent leur copie d'examen devant les surveillants avec ChatGPT. Ils font une copie du sujet d'examen avec leur appareil photo, ils envoient la photo à ChatGPT, puis ils demandent à ChatGPT de répondre aux questions. Et ils recopient pendant l'examen. Donc, on est dans une phase de fainéantise, de démission intellectuelle de beaucoup de gens. La plupart des journalistes n'écrivent plus leurs articles. Ils les font écrire par ChatGPT. Une grande partie des managers n'écrivent plus leurs notes, ne font plus leurs slides PowerPoint.
c'est ChatGPT ou ses concurrents qui le font. Donc, si on continue à bosser moins, nous, les humains biologiques, les cerveaux biologiques, et que l'IA continue à progresser, ça va mal se terminer. Je pense qu'il va y avoir un sursaut. D'ailleurs, c'est l'idée qu'on défend dans notre nouveau bouquin avec Olivier Babot et qui sort le mois prochain, Ne faites plus d'études, dans lequel on défend l'idée que les études sont mortes, mais qu'il faut travailler encore plus qu'avant, parce que le 21e siècle, en réalité, n'est pas fait pour les grosses feignasses face à l'intelligence artificielle, il est fait pour les gros travailleurs, capables de travailler, alors même que l'intelligence artificielle permet de glander, de ne plus rien faire et de tout déléguer à ChatGPT, qui va rédiger la copie d'examen en quelques secondes, qui va rédiger la note de synthèse en quelques secondes, qui va rédiger les slides PowerPoint en quelques secondes, etc. etc. Donc, oui, on peut glander. Non, il ne faut pas glander. C'est vraiment ma conviction. OK, OK. Mais alors, tu vois, je rebondis dessus. Bon, c'est peut-être le sujet du livre, donc tu vas peut-être pas tout dévoiler là. Mais, étant donné que l'IA, on n'a plus besoin de la connaissance en fait, brute, quelles compétences il va falloir développer nous, autres que de savoir manier l'IA, en tant qu'humain, biologique comme tu dis? C'est une compétence importante d'être Oui, le chef d'orchestre des IA, de oui. savoir comment elles réagissent, de connaître leurs faiblesses, d'être finalement le chorégraphe d'un ensemble d'intelligence artificielle et de robots dotés d'intelligence artificielle. C'est ça la compétence clé au XXIe siècle. Donc ça suppose d'avoir une bonne culture générale, Oui. de bien savoir interroger les IA, ce qu'on appelle le prompting, qui est une technique plus compliquée qu'il en a l'air, et puis d'avoir un esprit de synthèse et de savoir où on veut aller, ce que les anglo-saxons appellent l'agency. Donc il faut avoir une vision, avoir envie de se casser le cul et d'arriver quelque part, un esprit de synthèse, et puis la capacité à orchestrer différentes intelligences artificielles. C'est ça les principales qualités au XXIe siècle. Ça suppose beaucoup de boulot, ça suppose de ne pas glander, et ça suppose de faire le contraire de ce qu'en font les jeunes aujourd'hui, qui vont dans des facs merdiques, des facs poubelles, où ils n'apprennent rien et où ils utilisent ChatGPT pour rédiger les devoirs. C'est-à-dire qu'ils gâchent plusieurs années à ne rien foutre en faisant croire qu'ils travaillent, alors qu'en réalité, ils ne travaillent pas. Donc, il faut changer ça, il faut bosser et apprendre à bien manager les intelligences artificielles au lieu de tout leur déléguer en glandant de plus en plus. OK. Tu vois, c'est intéressant et ça me fait penser à quelque chose. L'autre jour, je regardais un reportage, là, c'était Arte qui produisait ça, sur, le monde agricole et en fait, il disait que dans les années, je crois, je j'ai plus le timing, hein, mais dans les années 70, en gros 60-70, le paysan est passé de paysan à agriculteur, puis à entrepreneur agricole. Ça a été une vraie révolution avec la mécanisation et cetera et là, j'ai l'impression qu'en fait, le particulier, on va dire, tu vois, le gars qui a pas d'entreprise, le mec normal, tout simplement, il va passer de simple citoyen à en fait, entrepreneur avec à son service comme une espèce de secrétaire ou salarié qui est l'IA en fait et va devoir la manager au quotidien et c'est un truc Heu, pour ceux qui sont travailleurs et courageux, il y a beaucoup de gens qui ouais, n'aiment pas beaucoup travailler. Il y a beaucoup de ouais, gens qui aiment recevoir des ordres. Après, ils chouinent contre le patron, mais ouais, ils aiment beaucoup recevoir des ordres et ils n'ont pas envie d'être autonomes. D'ailleurs, s'il y a des salariés, c'est bien parce qu'ils n'ont pas envie d'être leur propre patron. N'importe qui peut créer son entreprise. Or, l'immense majorité des gens ne créent pas leur entreprise. Ils sont salariés sous les ordres d'un chef, d'un sous-chef, du patron, parce qu'ils ont la trouille, parce qu'ils n'ont pas envie. Donc, en réalité, hélas, beaucoup de gens vont pas oser devenir entrepreneurs, vont pas oser bosser à leur propre compte et vont préférer pleurnicher. Heu et on voit bien aujourd'hui qu'une très large majorité des gens préfèrent recevoir des ordres et gueuler contre le patron derrière que de devenir leur propre patron. Alors que s'ils voulaient vraiment ne pas recevoir d'ordre, eh ben, ils auraient qu'à démissionner et monter leur propre business. ouais, ouais, c'est vrai et puis donc en fait la responsabilité personnelle et la prise de risque, ça l'IA le remplacera jamais? Non, mais ce dont Mmh, je parlais tout à l'heure, que les anglo-saxons appellent l'agency, ouais, AGENCY, c'est-à-dire la volonté de faire. Tu vois? ouais, À l'ère de l'IA, on a des outils extraordinaires, on a de l'intelligence gratuite, mais il reste 2 catégories de gens.
Les gens qui veulent faire et puis les gens qui préfèrent glander, pleurnicher et dire: «Je suis malheureux, le monde est méchant, c'est injuste», au lieu de se prendre en charge et de bosser. Donc, l'élément le plus important à l'ère de l'IA gratuite, c'est vraiment l'agency, la volonté de faire. Est-ce que les gens veulent faire en se servant des outils incroyables que sont les intelligences artificielles, ou est-ce qu'ils préfèrent glander en pleurnichant et en accusant 1000 boucs émissaires d'être responsables de leur état, larvaire finalement? Ouais. Et est-ce que, selon toi, moi, c'est une question que j'adore poser, qu'est-ce que tu en penses, l'agency du coup, est-ce que c'est inné ou ça peut s'acquérir? Il y a des gens qui ont une plus ou moins grande volonté d'agir, de faire, mais je Ouais, pense qu'on peut travailler ça. ouais. Je ne crois pas qu'on ne puisse rien faire sur son cerveau. Je pense que quand on est menteur, on peut devenir moins menteur. Je pense que quand on est un pervers narcissique, on peut devenir un peu moins pervers narcissique. Je pense que quand on est une feignasse, on peut devenir plus courageux, se prendre en charge. Quand on n'aime pas beaucoup étudier, on peut se forcer et apprendre à aimer les études petit à petit en travaillant plus. C'est-à-dire, plus on bosse et plus on apprend de choses, de toute façon, plus on aime les apprendre et plus on aime les études, et cetera. Donc je pense qu'on peut se changer un peu. On ne peut pas changer complètement, mais on peut changer un petit peu. Si on en a la volonté, je pense que c'est aussi vrai de l'agency. C'est-à-dire qu'on peut se motiver pour faire des choses, mais on peut être aussi aidé par des modèles. Je pense que d'être coaché par des gens qui ont réussi dans des situations, comparables à la sienne, des gens qui donnent un message d'espoir, qui disent: «Oui, tu as cette faiblesse-là, mais c'est pas très grave, tu peux quand même, tu peux quand même agir», et cetera. Moi, heu, j'ai souvent, parce qu'on me demande souvent des conseils, j'ai souvent aidé des jeunes, non pas en leur indiquant un chemin balisé, mais en leur disant: «Écoute, tu vois, tu as telle et telle faiblesse. Moi aussi, j'avais des faiblesses comparables quand j'étais jeune. Je les ai combattues comme ça. Ça n'a pas forcément été facile. C'était des lacunes, des faiblesses, des difficultés, des biais de compréhension des choses, mais j'ai fini par m'en sortir». Et en donnant des exemples liés à sa propre histoire, on peut influencer les gens les plus jeunes et finalement les mentorer, les coacher et les aider à dépasser leurs propres, limites, leurs propres incapacités, comme on en a tous. Ouais, c'est super intéressant et en plus, ça me fait penser à quelque chose. On sera toujours inspiré, par l'humain et le concret. L'IA ne peut pas procurer ces sentiments-là. Je veux dire, tu sais, de se sentir inspiré par un modèle, quoi. Oui, bien sûr. Mais des fois, on se rend compte, les gens qu'on a pris comme modèle, des fois, on se rend compte que ce sont, des sales cons. Moi, je vais pas citer le nom, mais je vois une admiration sans borne pour un intellectuel français, que tout le monde connaît, que j'aimais beaucoup, je l'admirais, c'était mon modèle. Quand j'étais ado, mon rêve, c'était de le rencontrer et puis j'ai fini par le rencontrer, j'ai fini par devenir un peu ami, à bien le connaître et puis j'ai fini par découvrir que c'était un sale con, un égoïste horrible qui ne pensait qu'à l'argent, qu'à lui, qui s'intéressait pas aux autres. Il est pervers narcissique, dans ses interventions médiatiques, il prétend être bon, gentil, au service du monde, alors qu'en réalité, il n'est qu'au service de soi. Et ça a été un choc parce que j'attachais beaucoup d'importance à ce qu'il était et je me suis rendu compte que c'était pas un très, très, très bon modèle. OK. Et si Bon, tu comprends pourquoi je ne donne pas son nom, parce qu'après, après un tel, tableau, je ne m'autorise pas à donner son nom, mais tous tes auditeurs le connaissent. OK. Est-ce que lui, il sait? Absolument pas. Il est dans un Ah, déni complet. ah ouais. Il pense qu'il est super gentil, qu'il ne fait que le bien, qu'il n'a jamais fait que le bien. OK. Mais c'est le cas de beaucoup de pervers narcissiques, Mmh. de pas bien voir les failles de leur propre personnalité. OK. Bon, après tout, s'il t'a permis d'atteindre la personne que tu es aujourd'hui et tes objectifs, Oui, c'est non, cool quand même, non? finalement, il m'a pas beaucoup permis, mais il a été un exemple, même si j'ai Ouais. découvert que l'exemple était moins rose que je pensais au départ. OK, OK. Bon, beh, c'est sympa et je pense que c'est quelque chose qui arrive, à beaucoup de personnes, en fait. Ouais, ouais. OK, j'écoutais un podcast là en préparant un petit peu l'interview.
Tu disais qu'en fait, les gens ont appris à se servir d'Internet en allant sur des sites porno. Et tu disais, il n'y a pas de problème à apprendre de manière légère l'utilisation de l'IA en ayant des usages pas très catholiques, quoi, tu vois. Tu as cet avis-là, c'est assez surprenant, c'est assez politiquement incorrect, on va dire. La réflexion derrière, c'est quoi? C'est que on peut apprendre à bien servir d'un outil à partir d'applications légères, comme tu les appelles. Mais avant même l'internet, il faut pas oublier que le Minitel en France, il s'est développé à partir du Minitel Rose. C'est ça qui a d'ailleurs fait la fortune de Xavier Niel avant qu'il crée, Free. Que les gens, découvrent les nouvelles technologies, au travers, du porno ne me pose aucun problème moral. Je ne suis pas un religieux, intégriste. Je suis, très libéral sur, l'utilisation que les gens font, des médias. OK, ouais, ouais, non, parce que ça peut vraiment choquer des gens ça et ouais, c'est un point de vue, difficilement, argumentable en fait. Il y en a qui vont direct s'opposer, quoi. Mais les gens s'opposent, mais beaucoup de gens s'opposent à ma philosophie politique. Moi, je suis un libéral. Je suis libéral en économie. Tout innovateur, tout gros travailleur a le droit de créer une entreprise et de devenir riche, grâce à son boulot. Je suis un libéral en politique. Je suis pour la démocratie, je suis contre les autocrates. J'exècre, Poutine. Je préfère Zelensky le démocrate à Poutine, le dictateur. Et puis je suis un libéral en matière de mœurs. Je suis favorable au mariage gay, je suis favorable à la PMA pour tous, je suis pour qu'on n'emmerde pas trop les gens et j'assume ces positions libérales. Et je sais bien que la société française est de moins en moins libérale. Il y a des tas de gens qui admirent la dictature. À l'extrême droite, il y a des gens qui admirent Poutine, à l'extrême gauche aussi. Et puis, on a vu ces derniers jours les déclarations de plusieurs députés proches de Mélenchon expliquant que la Chine était un petit paradis et que on avait le même degré de liberté en France et en Chine, ce qui est complètement délirant et qui me dégoûte profondément, mais qui témoigne bien du fait que la liberté, le libéralisme est en déclin dans beaucoup de pays, dont la France, et qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment la non-liberté, qui aiment la dictature, qui aiment les dictateurs. Ça me désole, mais c'est une réalité. Et j'en prends acte et ça explique le fait que mes positions libérales soient contestées par plein de gens qui adorent les dictateurs. OK. Souvent, tu parles de libéralisme là, le libéralisme, il est souvent pris par les gens pour de l'extrême droite, en fait. Quand tu parles de, Thatcher ou, actuellement Javier Milei, tu sais, en Argentine, ils sont vus par les gens comme des gens d'extrême Oui, droite mais alors que tu sais très bien que les intellectuels français ont adoré les dictateurs. À l'extrême droite, on a adoré Mussolini dans les années 30. Beaucoup ont adoré Hitler et sont même devenus des collabos. À gauche aussi, certains, comme Doriot, par exemple. Et puis, dans les années 45 jusque dans les années 80, une bonne partie de la gauche, autour du Parti communiste, a expliqué que Mao était formidable, que Pol Pot était un garçon absolument merveilleux, alors qu'il a tué un Cambodgien pour 3. Sartre, l'intellectuel, donnait une série d'interviews à la presse française en expliquant que la liberté était totale à Moscou, alors que la France était une horrible dictature. Les intellectuels français ont presque toujours adoré les dictateurs. Ils ont adoré Pol Pot, ils ont adoré tout le monde. C'est une vieille tradition intellectuelle. Et il ne faut pas oublier que l'un des plus grands intellectuels des années 70, hein, Michel Foucault, juste avant de mourir, était devenu complètement amoureux des mollahs iraniens et de la dictature iranienne. Et Foucault, qui était le phare intellectuel de 1980, expliquait dans ses écrits que l'ayatollah Khomeini et le régime théocratique iranien étaient le modèle pour la France. On croit rêver, et pourtant c'est une réalité. Donc les intellectuels français, pour des raisons qui ont bien été étudiées par Fergan Azrazi, et aussi par Fitoussi, par un ensemble de jeunes intellectuels, les intellectuels français ont toujours adoré les dictateurs. Ils ont très souvent collaboré avec les dictateurs. Et
les choses n'ont pas beaucoup changé. Les intellectuels français n'aiment pas la liberté. Ils adorent les dictateurs. C'était vrai en 1930, c'était vrai en 1950, c'était vrai en 1970. C'est encore vrai en 2025, hélas. OK, OK. Parce que pour toi, une, Thatcher, Margaret Thatcher ou un Javier Milei, c'est des dictateurs? Mais je viens de dire le contraire. Oh, on est d'accord, mais parce que tu vois, Non, Milei est un démocrate et Thatcher était des démocrates. OK. Non, mais parce que les journalistes et les intellectuels français, pour moi, c'est 2 choses différentes. Moi, je parlais, tu vois, du point de vue des journalistes, tu vois? Non, non, Milei et Thatcher ne sont bien évidemment pas des dictateurs. Et tu remarqueras que les intellectuels et les journalistes les détestent tous les deux parce qu'ils n'aiment pas beaucoup le libéralisme. Parce qu'ils n'en sont pas, ouais, 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 d'accord. OK, OK, je comprends ta réflexion. OK. Hem, on parlait de oui, donc de pas faire d'études, de savoir manier l'IA et concrètement, à part, comme je te disais, à part, savoir manier l'IA, est-ce qu'il y a des compétences, à développer autres que ça, qui vont nous servir dans le futur pour, un jeune qui veut, «réussir sa vie» entre guillemets, quoi? Il est important d'être multidisciplinaire. C'est-à-dire pour Ouais. bien comprendre le monde qui vient, qui est très complexe, il faut avoir une bonne culture générale et beaucoup de culture historique. Moi, je donne toujours le conseil de lire des livres d'histoire et de bien comprendre l'histoire. Parce que quand on comprend la complexité de l'histoire et et la succession d'événements qui ont construit l'histoire, les grandes tendances historiques, ça permet de mieux deviner le futur. Et à un moment où il y a un tsunami technologique autour de l'intelligence artificielle, c'est fondamental de comprendre le futur. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire comme métier? Comment va évoluer la société? Tout ça, faire de la prospective, eh bien, c'est beaucoup facilité quand on connaît bien l'histoire, quand on a une bonne culture historique. OK. Je pense que tes auditeurs auraient beaucoup de facilité dans le monde qui vient s'ils lisaient 50 livres d'histoire par an. Oui, oui, oui. OK, OK, c'est intéressant. Tu connais le livre de Robert Greene, 48 les 48 lois du pouvoir? Non, Ah ouais. Bon, c'est intéressant. Ça a été critiqué un peu comme bouquin, mais c'est assez intéressant. Il parle, de tu sais, des familles, qui ont fait l'histoire un peu. Il parlait aussi de Machiavel, de la famille de Médicis, des grandes familles qui ont fait l'histoire et qui étaient pas toujours, forcément dans le droit chemin, mais enfin, c'est des forces, si tu veux, qui ont toujours existé, dans le passé ou dans le futur, des rapports de force, en fait, hein. Comme tu dis, qu'on essaie de masquer un peu, mais qui sont toujours là en fond, en fait. les gens qui sont au pouvoir ne sont pas toujours gentils. Les gens qui sont Mmh. au pouvoir sont rarement gentils, surtout dans des régimes non démocratiques où ils gardent le pouvoir durablement. On connaît l'adage célèbre: «Le pouvoir corrompt toujours, le pouvoir absolu corrompt absolument», et donc effectivement, ces régimes forts, avec des gens qui ont, marqué l'histoire, sont souvent des régimes, qui ont supprimé la liberté et qui, assez souvent, se sont d'ailleurs terminés dans la dictature. OK. Tout à l'heure, tu parlais de prompt. Bon, je sais que tu as peut-être pas que ça à faire, mais je voulais te demander si tu devais donner deux trois astuces, pour, une personne lambda, pour mieux prompter, ce serait quoi selon toi? Beaucoup prompter. Ouais, Pour bien faire la tarte, à la cerise, il faut faire beaucoup de tartes à la cerise. Pour bien patiner, il faut beaucoup patiner. Pour bien skier, il faut beaucoup skier. Pour bien lire, il faut beaucoup lire. Pour bien prompter, il faut beaucoup prompter. Le prompting, l'art de prompter, de poser des questions à l'IA, ça suppose de beaucoup le pratiquer. Donc, il faut poser des questions, reposer la question, demander à ChatGPT pourquoi il n'a pas bien répondu à la question, comment on peut améliorer le prompt. Donc, il faut mener des discussions longues, ce qu'on appelle le handshot, hein. Il faut mener des discussions longues avec l'IA pour mieux prompter. Et il ne faut pas poser des questions connes, mal écrites. Il faut toujours bien réfléchir à son prompt. Plus on montre un comportement intelligent à l'IA, plus elle va vous élever. Plus on parle connement à l'IA, en posant des questions mal écrites, avec des fautes, plus elle va vous emmener vers le bas. Si vous voulez que l'IA soit une fusée pour aller plus haut,
il faut poser des bons prompts, être subtil, bien discuter avec l'IA. Alors, l'IA n'a pas de conscience artificielle, ce n'est pas une personne, mais les algorithmes s'adaptent à la qualité des prompts. Mieux on prompte, plus on progresse. Plus mal on prompte, plus on régresse sur le plan intellectuel. Donc, pour bien prompter, promptez beaucoup. Si vous promptez des dizaines de fois par jour, si vous posez des dizaines de questions à ChatGPT par jour, vous allez progresser à toute berzingue dans vos capacités de prompting. Si vous posez une question par semaine, vous allez végéter et vous ne ferez jamais de progrès. Par ailleurs, pour bien prompter, il faut un bon modèle. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser ChatGPT 5 en mode thinking, hein, en sélectionnant thinking dans le menu déroulant. Hein, et puis, quand on a des sous, qu'on est riche, idéalement, prendre GPT-5 Pro. Mais GPT-5 Pro coûte $200 par jour, donc c'est pas accessible. Pas $200 par mois, pardon, c'est un lapsus. $200 par mois, mais c'est cher quand même, ça fait $8 par jour. Donc, mais GPT-5 en mode thinking est déjà très très bien et va suffire pour la plupart de tes auditeurs. OK, mais c'est, très intéressant et du coup, est-ce qu'il y a pas bon, ça se trouve, il y aura des business qui vont se monter là-dessus, mais est-ce qu'on pourrait pas, si tu veux, avoir, ou alors une intelligence artificielle qui éduque, l'IA pour qu'elle soit compétente, tu vois? Sans que tu aies l'effort de le faire? Parce Oui, que mais là, souvent par paresse, on le fait pas, tu vois? on va devenir des larves. Oui, oui. Si on n'a même pas l'acte intellectuel qui est d'interroger l'IA, et si c'est l'IA qui propose les questions qu'on va lui poser, si c'est l'IA qui fait les questions et les réponses, si tu veux, Ouais. on va finir comme le héros du livre de Kafka, la métamorphose. On va devenir au sens propre du terme des larves. On va faire 200 kilos sur notre canapé à nous bourrer de tartines de pain au beurre de cacao en ne faisant jamais rien et en ne sortant jamais rien. Donc non, il ne faut pas utiliser d'IA pour prompter. On peut éventuellement demander à ChatGPT comment améliorer ses prompts, mais il faut prompter soi-même, il faut bosser soi-même, il faut réfléchir soi-même, il faut se calcer le cul, il ne faut pas glander en continu sous prétexte que l'IA est capable de tout faire, parce que oui, elle est capable de tout faire, mais il faut continuer à la diriger et continuer à bosser. Sinon, ça va, là encore, très mal se terminer pour l'aventure humaine. OK, mais c'est bien au final, déjà de le clarifier et puis de savoir que voilà, à question intelligente, réponse intelligente avec l'IA aussi, en fait, du Bien coup. sûr. OK. Je voulais, te poser une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit là un petit peu. Tout à l'heure, sur Doctissimo, je voulais parler un petit peu de santé et tout. Est-ce que tu penses, par exemple, moi, je vais parler de mon cas un petit peu. Voilà, je suis kiné. Est-ce que tu penses que, voilà, pour les kinés ou les docteurs, la pratique un petit peu va changer, avec les années, avec l'IA? Qu'est-ce que ça va changer un peu au quotidien? D'abord, il y a un truc qui est bouleversant. Il y a un truc qui est bouleversant pour les médecins, c'est qu'un kiné plus ChatGPT est meilleur en médecine qu'un médecin sans ChatGPT. Oui, Jusqu'à présent, un kiné était moins bon en médecine qu'un médecin. oui. Tu connais pas la neurologie, tu connais pas la cardiologie, et cetera. Mais ça n'est plus vrai avec ChatGPT. Avec ChatGPT, tu peux faire un meilleur diagnostic qu'un médecin sans ChatGPT. Et donc ça, c'est bouleversant. La concurrence entre les docteurs et les paramédicaux, qui est réelle, même si c'est un tabou, elle va changer de nature. Mais c'est vrai aussi pour les infirmières. Une infirmière plus ChatGPT est très supérieure à un médecin sans ChatGPT. Donc on rentre dans un bouleversement des rapports de force, hein, des rapports de compétences entre les médecins, les paramédicaux. On va avoir des changements importants en termes de pouvoir à l'intérieur des professionnels de santé au sens large du terme. D'autre part, l'IA va faire avancer la science, elle va faire avancer la technologie et elle va modifier la façon dont on traite les patients. Alors, il serait logique qu'on autorise les kinésies à faire des diagnostics grâce à l'IA. Alors, pour des raisons corporatistes, syndicales, ordinales, politiques, ça va être freiné, évidemment. Ça va être freiné pendant assez longtemps, mais je suis convaincu que ça arrivera avant 2035. OK. En fait, ma réflexion que je me faisais, c'est ce qui va être irremplaçable, ça va quand même être le contact physique, ça va être les choses qui ne pourront pas être remplacées par l'IA. Alors, Et bien sûr, le contact humain est remplaçable. Et on a démontré, ça a été publié dans le JAMA, que
l'IA, ChatGPT, est plus empathique que les médecins. C'est fou. C'est obligatoire. Comment veux-tu qu'un médecin soit aussi empathique que ChatGPT? C'est impossible. Tu as un patient cancéreux qui a des métastases. Tu le reçois à 15 minutes, puis après, tu vas aller bouffer, tu vas avoir un autre malade, tu vas lui dire, bon, on se revoit dans 15 jours pour faire le bilan. ChatGPT peut te parler de tes métastases jour et nuit pendant une semaine. Oui, infatigable, oui. Infatigable. Et quand tu lui reposes 14 fois la même question, il va te répondre toujours aussi gentiment. Aucun cancérologue au monde va discuter de tes métastases jour et nuit pendant une semaine. C'est impossible, c'est physiquement impossible. Et si tu appelles ton cancérologue à 3 heures du matin pour lui parler de tes métastases, ça va mal se terminer, surtout s'il est en train de baiser. Donc, à l'inverse, mais pardon. ChatGPT est infatigable, il est totalement disponible, mais c'est vrai aussi en matière de management. Moi, quand j'ai une insomnie ou que je suis à l'étranger avec un autre fuseau horaire et que je me pose une question business, je demande à ChatGPT, il va être enchanté de me répondre, il va être tout gentil, il va me répondre en disant qu'il est super content de travailler pour moi. Si je réveille un de mes cadres dirigeants en milieu de nuit pour lui poser un cas stratégique, il ne va pas forcément m'insulter, mais il va vraiment penser que je suis un sale con. Alors que ChatGPT va être super poli, gentil, etc. Donc, en termes d'empathie, nous ne pouvons pas lutter avec l'IA. L'IA nous a déjà dépassés et elle va nous dépasser de plus en plus. C'est d'ailleurs pour ça que quand Sam Altman a supprimé GPT-4o, qui est extrêmement empathique, il y a eu des millions de protestations de gens qui voulaient retrouver le modèle 4o, qui est très obséquieux, très gentil, etc. Et il a été réinstallé parce qu'il y a des gens qui veulent une relation très personnelle, très proche du film Her, avec l'intelligence artificielle. Donc, l'empathie, on a perdu la bataille. En revanche, il n'y a pas encore de robot humanoïde polyvalent. Donc, pour faire un massage, le kiné n'est pas mis en concurrence avec l'IA jusqu'en 2030-2035. Il le sera ultérieurement. Et probablement que l'exercice de la kinésithérapie, ce sera de l'IA, des robots de TEDIA et puis le kinésie en chair et en os. On aura probablement un mélange des trois d'ici 2040, d'ici 2050. Ok. C'est intéressant, je rebondis sur plusieurs choses que tu as dit là. Alors, c'est vrai que l'IA, c'est un vide-tête exceptionnel. Je m'en sers et puis j'encourage les gens à s'en servir. Quand tu es préoccupé, bam, tu parles à ChatGPT, tu te vires ça de la tête. Ça, c'est cool et ça évite de saouler son entourage des fois sur certains sujets. Par contre, je me demandais, l'empathie, tu dis, ce qui m'intéresse, j'ai pas lu l'étude, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est la manière d'évaluer comment la personne a reçu cette empathie, dans le sens où je pense que avoir une IA qui est empathique face à ses problèmes, c'est peut-être moins rassurant, dans le sens où l'empathie qui a été exprimée par l'IA et exprimée par l'humain, peut-être qu'elle n'est pas ressentie pareil par la personne qui se plaint un petit peu, tu vois. Les gens vont préférer parler à l'IA que de parler à un médecin ou à un professionnel de santé en chair et en os. C'est très troublant, mais c'est comme ça. Ah oui. Les gens s'attachent très, très vite aux IA. D'ailleurs, les enquêtes qui ont été faites aux États-Unis sont extrêmement troublantes. Les gens s'attachent à l'IA beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. Ok, on va voir. En fait, je suis assez dubitatif sur ça, étant donné, tu vois, mais tu es plus à même de répondre à ça, mais moi, au quotidien, en tant que kiné, justement, je vois mes patients qui sont vraiment attachés au contact, à une relation authentique. Et j'ai du mal à voir ces personnes-là, donc typiquement des quinquagénaires ou même des retraités, tu vois, des gens du milieu rural, et je les vois pas s'attacher à une IA plus qu'à Pour quelqu'un. l'instant, ils n'utilisent pas d'IA, ces gens-là, Oui, majoritairement, et on parle des IA de 2025. Mais t'imagines oui, les IA de 2035. oui. Oui, ça sera les gens de 30 ans Ouais, maintenant. Ouais. attends, il y a des gens, quand on était à l'ère du Minitel, on n'imaginait pas les gens s'attacher à son Minitel. Et Oui. aujourd'hui, on a des gens qui s'attachent à leur IA. Donc, tu vois, les choses ont changé. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et justement, dans les quinquagénaires, en entreprise, dans les administrations, tu as beaucoup de personnes qui refusent, hein, qui refusent l'utilisation de ChatGPT, de l'IA.
Qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens-là? Il faut laisser tomber? Comment leur faire comprendre qu'ils passent à côté de quelque chose, quoi? Les gens qui refusent l'IA? Oui, mais les personnes, ils vont pas voir la vidéo très certainement, tu vois, mais ouais, les gens qui refusent l'IA, ouais. Mais les gens qui refusent l'IA, ils vont être au chômage de longue durée. Ouais. Aucun patron au monde va payer quelqu'un pour faire en 3 jours ce que ChatGPT fait en 3 secondes. Oui. Personne. Donc, quelqu'un qui n'utilise pas ChatGPT, ça s'appelle un chômeur de longue durée en devenir. Ça va se régler tout seul. Oui. Les mecs qui vont être au RSA, ils vont rien foutre et ils vont déprimer jusqu'à leur entrée chez Orpea. C'est très clair. Donc, c'est pas la peine d'essayer de les convaincre. Les gens qui ne veulent pas de l'IA vont voir leur carrière bousiller et leur fin de vie devenir un calvaire. C'est OK. comme ça. Ouais. Et puis, bon, donc, au final, ton idée, c'est de dire, voilà, on peut pas sauver tout le monde, quoi? Mon idée, c'est qu'il faut être moins paternaliste. Tu Ouais. vois, au moment de la crise du Covid, on a voulu convaincre tout le monde de se faire vacciner. Si les gens veulent pas être vaccinés et veulent attraper le Covid et une forme grave du Covid, finalement, l'État n'a pas à sauver les gens, contre leur gré. Et je suis moins favorable aujourd'hui à imposer, le vaccin anti-Covid à tout le monde que je l'étais pendant la crise du Covid. Parce que je pense que l'État n'a pas vocation à sauver les gens contre eux, ouais. Alors dans un certain nombre de cas, oui, bien sûr que le système de santé, le système psychiatrique doit empêcher les gens, déprimés de se suicider. Mais on peut pas étendre, on peut pas étendre ça à tous les actes de la vie. Si tu veux pas utiliser l'IA, tu utilises pas l'IA. Si tu veux pas, si tu veux manger trop gras, tu manges trop gras. Si tu veux continuer à fumer, tu continues à fumer. On peut pas imposer une morale hygiéniste à tout le monde, hein. Il y a des gens qui veulent faire 200 kilos. Heu, on va pas les tanner pour qu'ils mangent sainement, s'ils ont envie de mourir à 35 ans. L'État ne peut pas se substituer à la volonté des gens. L'État ne peut pas choisir le trajet de vie, la trajectoire de vie des gens. OK. Je suis parfaitement, d'accord avec toi. Le contre-argument classique, c'est de dire, beh, ces gens-là, ils coûtent à la société. Oui, mais tu sais, cet argument, si tu vas par là, il faut supprimer toute la population. Parce que toute la population, à un moment donné de sa vie, va coûter quelque chose. Donc, l'argument du coût n'est pas un bon argument moral, c'est pas un bon argument politique. Ouais, ouais. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, je parlais, avec un ami, qui est expert comptable là, qui est brillant. Arnaud, il se reconnaîtra et on parlait de la ceinture de sécurité. Moi, je lui disais: «Je suis plutôt, libertarien un petit peu comme toi, je pense sur certains aspects» et je dis: «Ben voilà, si, je n'ai pas envie de mettre la ceinture, pourquoi on m'obligerait à mettre la ceinture?» et lui, il m'a dit C'est ce qu'on dit aux États-Unis. ouais, 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 Aux ouais. États-Unis, la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire. Ouais. Ça devrait être un choix personnel, mais donc lui, il m'a dit qu'il allait faire un stage de récupération de points et dans le stage, le mec, le formateur, enfin, je sais pas comment ça se passe, lui a dit, «En fait, la vraie raison pour laquelle on vous dit de mettre la sécurité et qu'on vous met des amendes, c'est parce qu'en fait, l'État a investi, en fait, sur votre personne. C'est-à-dire le système vous a payé des études, vous a payé une situation, un contexte et tout, qui vous a permis d'être l'être que vous êtes aujourd'hui et si jamais votre vie, s'arrête aujourd'hui, vous allez pas produire ce qu'on a Oui, dépensé pour vous faire arriver là». ça n'est pas le vrai argument. Le vrai argument, c'est qu'il y a une jurisprudence du Conseil d'État, une vieille jurisprudence qui considère qu'il est légitime d'empêcher les gens de mourir, d'accidents de voiture et qu'il est légitime de leur imposer la ceinture de sécurité, même quand ils sont seuls dans la voiture et même si la ceinture de sécurité ne protège pas des tiers, mais ne protège qu'eux-mêmes. Donc il y a un argument juridique qui n'est pas du tout un argument, économique, contrairement à ce que le formateur de ton copain, expert comptable lui a de façon très légère et un peu mensongère, expliqué. OK, ouais, je trouvais ça marrant l'anecdote. Oui, OK. c'est marrant, mais c'est faux.
Ouais, bah, tout simplement. L'idée OK. l'idée que la Terre est plate et que c'est caché par les élites, c'est une idée très rigolote, mais c'est une idée fausse. Oui, aussi, ouais, tout simplement. Oui. Au niveau, de l'éducation, je m'étais noté ça, évidemment que c'est un sujet sensible, parce que, beh, très prochainement, on pourra se dire que, beh, si le ouais, de la même manière que si le docteur, il sera dépassé par l'intelligence artificielle, que dire de l'instituteur, quoi? Il va falloir beaucoup investir dans la recherche en éducation pour trouver les moyens de rendre les instituteurs et l'intelligence artificielle complémentaires dans l'éducation des enfants. Mais il y a des gens qui commencent à aller plus loin. Alexander Wang, qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Meta Facebook, et à qui Mark Zuckerberg a donné un budget de 600 milliards de dollars d'ici 2028, a récemment donné une interview après que Mark Zuckerberg ait racheté 49% de sa boîte pour 14 milliards de dollars, hein, il a à peine 29 ans. Il a dit: «J'ai décidé de retarder mon premier enfant. J'attends que les implants intracérébraux d'augmentation cérébrale soient au point, parce que je serais un père indigne si je faisais des bébés aujourd'hui, alors même que les techniques d'augmentation cérébrale ne sont pas au point. Il faudrait que je sois un mauvais père pour fabriquer un bébé qui ne sera pas compétitif avec la super intelligence artificielle. Donc j'attends que les prothèses intracérébrales d'augmentation soient au point pour faire mon premier bébé.» Tu vois qu'on est là sur des terrains moralement, politiquement, socialement absolument explosifs. La Silicon Valley est déjà quelques wagons en avance. Dans l'eugénisme, en fait, hein? Oui, mais Wang ne s'en cache pas. La Silicon Valley ne se cache pas d'ailleurs. Il y a maintenant aux États-Unis des sociétés qui te permettent de faire plusieurs bébés en éprouvette, d'analyser l'ADN des bébés pour choisir le plus intelligent. Oui, c'est, Genomics, je sais pas quoi là. C'est, Heliosap, ouais. Heliosap Genomics, mais il y en a maintenant plusieurs. Tes auditeurs peuvent aller voir. Ça Mmh. coûte encore assez cher, mais donc on prend les spermatozoïdes et les ovules du couple, on fabrique plusieurs bébés en éprouvette et on analyse l'ADN des embryons. On regarde celui qui va être le plus intelligent et on implante dans l'utérus de la maman le bébé qui va être le plus intelligent. Et 38% des Américains souhaitent utiliser cette technologie pour leur propre bébé. Depuis la sortie de ChatGPT, on est vraiment rentré dans un toboggan eugéniste aux États-Unis qui est contraire à tout ce qu'on imaginait. J'ai l'impression que ChatGPT et aussi peut-être l'élection de Trump, ça a vraiment, fait basculer un peu la manière de penser, globale dans le monde. Il y a un renversement. Exactement. Je sais pas pourquoi, bon, ouais. Heu, bah, ChatGPT a changé notre vision du monde pour une raison très simple, c'est que l'intelligence est devenue gratuite, est en train de devenir gratuite. Donc, et ce qui différenciait l'homme des végétaux, des animaux, même des singes, c'était l'intelligence conceptuelle. On avait le monopole de l'intelligence conceptuelle, on ne l'a pas. Donc ça change radicalement notre rapport au monde. On a eu une révolution schumpeterienne, c'est-à-dire une révolution économique, le tissu économique va totalement changer. On a une révolution civilisationnelle parce que l'intelligence artificielle va permettre de faire de l'eugénisme, va permettre de développer des innovations scientifiques absolument. Donc oui, l'intelligence, artificielle, ça permet que l'intelligence soit démocratisée et ça devient du coup une valeur, Non, beaucoup plus importante auprès des gens. l'intelligence n'est pas démocratisée, hélas. L'intelligence artificielle est industrialisée, mais Oui. on ne sait toujours pas démocratiser l'intelligence biologique, l'intelligence humaine. Oui, mais avec Il n'y a pas l'eugénisme, elle va arriver. Oui, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, 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 oui. Il n'y a pas de technique aujourd'hui pour rendre les gens plus intelligents. Quelqu'un qui est pas innovant, qui est pas intelligent, qui est lent, qui a pas de mémoire, on ne sait pas le transformer en Ferrari intellectuel. Ces technologies existeront peut-être demain. Elles n'existent pas encore aujourd'hui, en tout cas, elles sont très marginales. Donc on risque d'avoir une société à 2 vitesses entre, les gens malins, les gens moins malins, les gens compétitifs face à l'IA, les gens moins compétitifs, puis demain, entre les gens dont l'intelligence aurait été augmentée par des technologies eugénistes et puis les autres. Ça risque de créer une société très, très, très complexe à gérer, à laquelle on n'est pas du tout habitué aujourd'hui.
c'est sûr, et c'est les enjeux de demain. Est-ce que tu penses, bon, tu l'as déjà abordé, mais il y aura forcément politiquement un combat, un affrontement entre ceux qui seront vraiment contre ça pour garder un petit peu comment ça s'appelle, un petit peu d'authenticité biologique, et ceux qui seront à fond dans le enhancement, tu sais, par Ça va se l'IA, quoi. régler tout seul. Les gens Ouais. non augmentés seront les chimpanzés du futur. Ils n'auront pas leur mot à dire, ils ne comprendront pas le monde. Un monde ultra complexe qui va être créé par des gens hyper intelligents avec l'aide de la super intelligence artificielle. Donc, les gens qui refuseront les technologies d'augmentation cérébrale sortiront du monde. Ils seront quasiment dans des réserves. Je ne dis pas du tout que c'est mon souhait, hein, et que c'est ce que je souhaite pour le futur, mais c'est obligatoirement ce qui va se passer. Ouais, c'est un peu comme, en fait, c'est un peu comme les impôts. Il suffit qu'il y ait un pays qui coupe les impôts, ceux qui laissent les impôts hauts, ils verront leur grande fortune partir, et puis c'est tout. Tu peux rien faire. Voilà. Tout le monde est, Je... tout le monde est obligé de suivre. Ben oui. En fait, Si c'est la celui Chine, qui... la Chine fait ça et que la France ne le fait pas, nos petits-enfants auront mandarin en première langue et français en option langue régionale. C'est sûr, et c'est un peu... En fait, c'est un peu triste quand même. Je le dis avec un sourire, mais ça fait un petit peu peur quand même aussi, hein. Le futur n'est pas un long fleuve tranquille. Ah non, oui. Non. Je sais pas si on peut dire ça, mais on peut penser quand même, tu vois, moi je suis né en 97, je sais pas si la génération de mes parents, ou en fait la tienne, quoi, c'est pas celle qui aura le mieux vécu en fait sur Terre. Tu sais, les générations d'avant ont connu la guerre, ils ont connu les privations, ils ont connu les camps de concentration, ils ont connu la guerre d'Algérie où 1 600 000 gamins français sont allés. Il y a 1 600 000 jeunes Français qui ont été en tant que militaires du contingent en Algérie. Puis après, ils ont connu le sida, etc., etc. Prétendre que la vie était formidable en 1960 est abusif. Ok, ok. Euh, Tu parlais sur un podcast là, de langue étrangère, d'apprentissage de langue étrangère. C'est super intéressant. Je souhaite à mes enfants d'être bilingues, évidemment. C'est un avantage compétitif face aux autres aujourd'hui. Est-ce que ça sera nécessaire demain dans un monde où l'IA permettra peut-être une traduction en direct On a d'être bilingue, en intérêt, fait? on a intérêt à être bilingue parce que ça favorise un bon câblage cérébral. D'accord. On n'aura pas besoin d'être bilingue pour pouvoir communiquer parce qu'on aura des traductions simultanées par des oreillettes dans toutes les langues du monde. En revanche, être bilingue permet de mieux comprendre le monde et permet d'avoir un meilleur câblage cérébral. Donc, je pense que le bilinguisme est utile, même le jour où on a des dispositifs gratuits de transmission, de transformation en toutes les langues à un coût minime. Ok, d'accord. Après, du coup, ça va être c'est vrai que quand on fait quelque chose pour un résultat donné, ça donne toujours plus envie que quand on fait ça juste pour développer une capacité intellectuelle. Tu vois ce que je veux dire? Il Oui, n'y a bien plus la sûr. fin comme objectif, quoi. Non, mais je comprends. Ouais. Attends, je comprends parfaitement. Hein. Voilà. Ok. Euh, donc on aura, je voulais aborder un petit peu maintenant un sujet politique, même si on a fait un petit peu qu'en parler en parallèle, quoi. Le clivage gauche-droite, pour toi, c'est dépassé maintenant? C'est plutôt transhumanisme vs bioconservateur un peu? Oui, bien sûr. Ouais. Le clivage gauche-droite, il n'a aucun sens. Il est complètement archaïque et il est lié au fait que les élites politiques sont complètement has-been. Et elles ne voient pas, comme elles sont nulles en technologie, elles ne voient pas le monde nouveau. D'ailleurs, dans la revue des anciens élèves de l'ENA, parce que je suis énarque, j'ai écrit il y a quelques mois un article qui s'intitule Il faut limoger les ministres, les hauts fonctionnaires, les préfets qui ne maîtrisent pas bien l'IA. Et effectivement, je pense que dans la haute fonction publique et dans le monde politique, les gens qui ne comprennent pas l'IA, il faut les saquer. Ils sont dangereux pour l'avenir de la France parce qu'ils ne comprennent pas le monde nouveau. Et donc, tous ces gens-là qui sont des burnes en technologie, qui sont nuls en technologie, qui ne savent pas se servir de ChatGPT, ne comprennent pas le futur. Une grosse partie des ministres
Une très grande partie des députés ne savent pas se servir de ChatGPT. Ce sont vraiment des cas sociaux de la technologie. Et évidemment, quand tu ne comprends pas la technologie, tu restes ancré sur les clivages du passé. Le clivage gauche-droite, qui est un clivage totalement dépassé. Le sujet, il n'est pas gauche-droite. Le sujet, il est eugénisme versus pas eugénisme, un plan intracérébraux versus pas un plan intracérébraux, acceptation de la superintelligence artificielle versus refus de la superintelligence artificielle. Tu vois, il est sur tous ces sujets absolument incroyables qui sont devant nous, qui sont des sujets technologiquement compliqués, mais que les élites politiques et que les hauts fonctionnaires n'arrivent pas à prendre en compte simplement parce qu'ils ne connaissent pas ces technologies. Et ne connaissant pas ces technologies, comme je te le disais tout à l'heure, ils restent ancrés dans les vieux clivages totalement dépassés. OK. OK. C'est tout à fait vrai. Néanmoins, si on part dans le transhumanisme et cetera, et que l'IA prend le dessus en quelque sorte, de toute façon, je pense que c'est inévitable, c'est ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure, il y aura quand même, une politique à mener et l'IA peut prendre une tournure peut-être un peu plus à gauche, peut-être un peu plus à droite, qu'est-ce que tu en penses? Alors, dans un premier temps, l'IA n'a pas d'opinion personnelle, c'est Oui. l'opinion qu'elle a construite à partir des datas qui l'ont nourrie, ce qu'on appelle le pré-training. Est-ce que dans le futur, l'IA aura une opinion propre, une agency propre, une volonté propre, un agenda propre? Tout cela, cela constitue ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte. Hein. Forte ne veut pas dire puissante, ça veut dire une intelligence artificielle qui a une conscience artificielle. Tu vois, c'est pas un degré de puissance, il y a forte, c'est un degré de conscience propre. OK. Là, on n'en sait rien, il y a des batailles de chipophonie entre experts et personne n'est capable de trancher cette question. OK. Donc, on verra quoi. Voilà. On verra. On verra. Hem Tu disais aussi, dans une intervention que tu as faite que, en fait, il y a des, comment dire? Contrairement à ce que tu dis, tu te définis comme, libertarien un petit peu, tu dis qu'il faudrait un petit peu réguler l'IA parce que, ben, elle peut nous sortir quelques bêtises. Comment, légiférer un peu ça? Comment être sûr qu'elle nous sorte la vérité lorsqu'on lui fait une requête, Alors d'abord, la vérité, je ne sais pas très bien ce que c'est. Des sources fiables? On change de vérité. La vérité pour Mélenchon, il y a 15 ans, c'était qu'il était bien d'être islamophobe, que le voile devait être interdit, que c'était une horreur, qu'il fallait combattre le voile et que la religion musulmane, c'était pas bien du tout. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, il pense que le voile, c'est formidable, il pense que de contester l'islam, c'est dégoûtant, et il pense que l'islam est une religion formidable alors qu'il combattait l'islam en tant que franc-maçon, totalement athée, libre penseur au dernier degré dans le passé. Sa vérité a changé. C'est laquelle la vérité? Chez un même individu qui est important, qui a un électorat important, chez un même individu, on voit une vision du monde, une vérité du monde qui a complètement changé. Bien sûr, pour des raisons électorales, puisque l'électorat de Mélenchon est en grande partie un électorat arabo-musulman des banlieues, on le sait bien. Mais sa vision du monde a complètement changé. Sa vérité a changé. Donc définir ce qu'est une vérité est très difficile. C'est extraordinairement difficile. Il y a des gens à gauche qui pensent que tous les patrons doivent quitter la France, qu'il faut leur prendre leur pognon et les vider en France. Parmi les libéraux, on pense au contraire que les patrons créent de la richesse et sont importants. Où est la vérité? Comment on la définit? Je connais mon opinion, mais je ne vais pas prétendre que mon opinion est une vérité universelle. Entre les gens qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu, entre ceux qui pensent que le monde a été créé en 6 jours et que Dieu s'est reposé le 7e, et puis les scientifiques qui ont une vision très différente de la genèse du monde, hein, que celle qui est écrite dans l'Ancien Testament et la Torah, dans ce qu'on appelle Genèse 1, qui détient la vérité? Là encore, je connais ma vision. Je pense que les livres ne disent pas la vérité de la création du monde et que le monde ne s'est pas créé en 6 jours. C'est ma vérité à moi. C'est une vérité qui ne va pas être reconnue par
par une très très large partie des croyants, même si certains croyants ont une vision un peu plus scientifique que l'Ancien Testament. Donc, définir la vérité est compliqué. Et le combat pour la vérité va devenir encore plus dur parce qu'il est facile de faire des fake news. Donc, on est capable de fabriquer des vérités alternatives qui semblent aussi vraies que les vraies vérités factuelles. Donc, on va rentrer dans une fragilisation d'une vérité qui est déjà relativement, fragile. Hein. Tu vois, c'est un exemple qui me frappe beaucoup. Dans les années 50, 60, en Amérique du Nord, on a fait des lobotomies cérébrales, c'est-à-dire couper le cerveau en deux, chez des adolescents sous prétexte qu'ils se masturbaient. Parce qu'on considérait que c'était un péché mortel, que c'était très mal, et qu'il fallait à tout prix cesser les comportements masturbatoires. Et donc, on faisait des opérations de neurochirurgie, on coupait le cerveau en deux. Et de voir les comptes rendus opératoires glace le sang. Les parents acceptaient pour éviter le péché mortel, le curé acceptait, le corps médical acceptait, le corps enseignant acceptait, les hôpitaux acceptaient. C'est délirant. C'était la vérité du moment. Ouais. Qui considère aujourd'hui que c'est une vérité toujours d'actualité? Plus grand monde. Ça semble monstrueux. Donc, la vérité a toujours été fragile, elle va l'être encore plus avec les nouvelles technologies. Comment on va défendre la vérité? Je n'ai pas la réponse. Et c'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, les journalistes, pour la plupart, n'écrivent plus leurs articles, mais les font écrire par ChatGPT. Donc, la vérité qu'on retrouve dans les médias, c'est la vérité vue par ChatGPT. Le serpent finit par se mordre la queue et nous nous retrouvons face à une accentuation de la fragilisation de la vérité. Comme on disait pour Reddit tout à l'heure, ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Tu vois, tu disais que l'IA n'a pas de conscience. Néanmoins, vu qu'on s'informe auprès d'elle, par exemple en politique, une des différences droite-gauche, c'est aussi la répartition des richesses. Au bout d'un moment, peut-être que ce sera l'IA qui aura son mot à dire lorsqu'on va lui demander à combien de pourcents il faut taxer l'impôt sur le revenu, des choses comme ça. Est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses déjà de ça, de la répartition des richesses? Est-ce que tu penses que ça peut, oui, ça freine forcément le développement économique? Comment tu te positionnes là-dessus, toi? Sur la répartition des richesses? Oui. Il y a plusieurs pays sur Terre. Les pays ont chacun des taux d'impôt différents. Quand les taux d'impôt deviennent excessifs, les gens s'en vont. Ça régule les choses. OK. On ne peut pas définir un taux absolu, idéal d'imposition. Ça dépend des positions idéologiques de chacun. Mais on sait que quand les impôts sont raisonnables dans un pays, il y a plein d'entrepreneurs, d'intellectuels qui viennent. Et puis, quand c'est le contraire, quand les impôts deviennent très lourds, les gens s'en vont. Et ça régule le système. Je ne crois pas que c'est l'IA qui va déterminer un bon système d'imposition. Je pense que c'est la concurrence entre les pays qui détermine un taux acceptable d'imposition par les entrepreneurs, par les innovateurs. Si tous les innovateurs se taillent, l'économie s'effondre et on est obligé de baisser les taux d'imposition. Ok, donc pour toi, en fait, c'est là où je voulais en venir au final, c'est que pour toi, l'IA, elle est capitalisme friendly, on va dire. Non, là, Non. je t'ai dit que je ne pensais pas que c'était l'IA qui devait déterminer le taux d'imposition. C'est la concurrence entre les pays. Oh, l'IA, elle n'est pas spécialement capitalisme friendly. Elle est plutôt de centre-gauche, elle est un petit peu woke, même si Grok l'est moins que les autres IA. Grok, c'est l'IA d'Elon Musk. Elle est centriste, centre-gauche, oui. Comme toi? Je suis davantage centre-droit que centre-gauche par rapport à l'IA. Ok. Autre question, là, personnelle, je parle pas d'IA. On est trop sur Terre, selon toi? Non, je pense que le plus grand danger au XXIe siècle, c'est l'effondrement démographique. Donc, la population commence à s'effondrer dans beaucoup de pays.
En Corée du Sud, elle va passer de 45 millions à 5 millions. En Italie, hors immigration, la population pourrait tomber à 20-25 millions. Donc, on a un effondrement de la population qui est masqué par l'immigration. Hein. Dans beaucoup de pays, la population a commencé à chuter, voire à s'effondrer. En Chine, elle va passer d'1,3 milliard d'habitants à 750 millions. Donc, le grand danger n'est pas la surpopulation, le grand danger, c'est la sous-population. C'est la sous-population qui menace l'humanité aujourd'hui, même s'il y a des zones où la population commence à augmenter, l'Afrique noire d'une part, et puis l'Inde d'autre part, qui sont quasiment les deux seules zones dans le monde où la population continue d'augmenter. Ok, je suis plutôt de ton avis, mais c'est vrai que la majorité de la population, je pense, si on faisait un sondage aujourd'hui, serait plutôt malthusianiste. Et ils ont tort. Malthus avait déclaré il y a 200 ans, au-delà de 5,5 millions d'habitants, tous les Anglais vont mourir de faim. Ils sont 65 millions et 40% de la population est obèse. Donc, Malthus avait tort. De ce point de vue-là, ouais. D'accord. Le malthusianisme n'a jamais bien marché. Ok. Malthus avait oublié que la révolution verte, la révolution agricole, allait multiplier par 10 les rendements agricoles. Ça a été vrai en Occident, mais ça a été aussi vrai dans les pays sous-développés. En Inde, quand on a amené les engrais, quand on a amené des nouvelles souches de riz et de blé qui poussaient plus vite, en 3 ans, l'Inde est passée de famine effrayante à une situation d'excédent de céréales et ils se sont mis à exporter des céréales. Oui, Malthus n'avait pas vu arriver la génétique, la sélection des plantes, les nouvelles techniques agricoles, le tracteur, les pesticides pour tuer les bestioles qui mangent les récoltes, etc. etc. Okay. Ce que tu dis là, ça me fait penser à… Donc toi, tu es évidemment techno-optimiste, je pense. Plutôt. D'un point de vue, bon, actuellement, le grand débat, c'est évidemment, tu parlais de Jean Covici, très intéressant, mais voilà, on parle souvent de décroissance économique, sauver la planète. C'est quoi ton point de vue là-dessus, dans le sens, si tu veux, est-ce que ça vaut le coup de se priver ou pas? Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va perdre? On va rien gagner. Le problème n'est pas de se priver. On n'est pas dans un exercice sadomasochiste. Ce n'est pas un exercice BDSM, l'écologie. C'est un exercice scientifique. La plupart des polluants à Paris ont été divisés entre 100 et 1000 depuis 1955. J'en ai fait un grand papier dans l'Express il y a quelque temps et chacun d'entre tes auditeurs peut aller voir les statistiques officielles d'Airparif qui surveillent la pollution à Paris et ils vont voir l'effondrement de la pollution. Les fleuves n'ont jamais été aussi peu pollués qu'ils le sont aujourd'hui. Il n'y a jamais eu aussi peu de pesticides dans les récoltes et les pesticides n'ont jamais été aussi peu dangereux qu'aujourd'hui. La biodiversité en France, contrairement à toutes les conneries qu'on raconte, elle augmente. Il restait 7 ours en France il y a 35 ans, on a dépassé 100. Il y avait 0 lynx en 1965 en France, il y en a 250. Il y avait 0 loup en France en 1991, on a dépassé 1000 loups. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, derrière le discours catastrophiste, la réalité, c'est que la situation écologique de la France est beaucoup améliorée. La taille des forêts a doublé depuis 1825 en France. En 200 ans, elle a doublé. Il y avait presque plus de forêts en France quand Napoléon est mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de forêts. La surface de la forêt a beaucoup augmenté. Et on pourrait multiplier tous les exemples. La nourriture était polluée par beaucoup de microbes. La listériose et les bactéries assimilées entraînaient 2000 morts par intoxication alimentaire au début du XXe siècle. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui meurt de listériose, ça fait la une des médias. Donc, on a convaincu l'opinion que la pollution est de pire en pire, que l'air est de plus en plus pollué. C'est juste le contraire. Quand j'étais gamin, le matin, tu pouvais écrire, tellement il y avait de particules de charbon et de soufre, tu pouvais écrire
sur les voitures qui étaient recouverts d'une pellicule noire tous les matins. C'est pour ça d'ailleurs que les bâtiments publics étaient noirs. Oui. La veille du jour où Notre-Dame de Paris a brûlé, ça faisait plusieurs décennies qu'elle n'avait pas été ravalée, elle était toute blanche. Les années 1980-90, c'était les premières années depuis le Moyen-Âge où Notre-Dame était blanche. Elle a toujours été noire, comme tous les bâtiments de Paris, tellement Paris était pollué. Les poumons des gens étaient dans un état catastrophique à cause du charbon de bois et après à cause du chauffage au charbon. L'état des poumons des Parisiens n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Mais tout ça, tout ce que tu dis… Et donc, on se retrouve dans une situation folle où la situation écologique n'a jamais été aussi bonne, jamais, et où les gens sont persuadés de vivre dans un enfer avec une qualité de l'environnement qui se dégrade chaque jour. C'est complètement délirant ce que les écologistes ont réussi à faire. Et derrière, on a des discours que je trouve vraiment choquants. Tes auditeurs peuvent voir la tribune que j'avais écrite dans le magazine L'Express, qui s'intitulait « Non à l'euthanasie écologique ». Jean Covici, le chouchou des jeunes, explique que la meilleure chose à faire sur le plan écologique, c'est d'arrêter de soigner les personnes âgées malades. Que ça va avoir un impact radical parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées malades et que si ces gens, on ne prétexte pas leur santé, on va bien sûr diminuer le CO2 puisqu'il va y avoir moins d'habitants en France. Et il dit, c'est une mesure importante parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées malades. Donc, cette vision qui part d'une vision totalement noire de la situation écologique, à tort, et qui conduit à dire qu'il faut arrêter de soigner ma maman qui est malade et âgée, me donne envie de gerber. Cette euthanasie écologique justifiée par des faux chiffres, des fausses données sur la situation écologique, en faisant croire aux jeunes que l'environnement est catastrophique alors qu'il n'a jamais été aussi bon, ça me fait très peur. Ça conduit d'ailleurs les jeunes à ne plus faire de bébés, à être catastrophés. On a vu en Angleterre des gamins qui se suicidaient parce qu'ils avaient peur de la fin du monde, en Australie, de la fin du monde écologique, en Australie, etc. etc. Il faut prendre un peu de recul. Tu vois, il y a 2-3 ans, il y a eu des incendies importants en Australie. Il y a eu 11 millions d'hectares brûlés. On a présenté ça comme quelque chose qui n'était jamais arrivé, quelque chose de catastrophique. En réalité, le record annuel d'incendies en Australie, c'est au début des années 70, 110 milliards d'hectares brûlés. C'est-à-dire 10 fois plus que ce qui a affolé tous les écologistes il y a 3-4 ans. Donc, arrêtons de paniquer nos gamins, et je dis ça en tant que père de famille nombreuse, arrêtons de paniquer l'opinion et ayons un rapport rationnel avec l'écologie. On n'a jamais vécu aussi longtemps. L'espérance de vie aujourd'hui est le triple de ce qu'elle était en 1750, plus du triple de ce qu'elle était en 1750. Notre environnement n'a jamais été aussi propre, n'a jamais été aussi pur. Nos aliments n'ont jamais été aussi purs, aussi peu contaminés par des bactéries souvent mortelles. Le vin n'a jamais été aussi bon qu'il est aujourd'hui. Louis XIV bouffait une piquette dégueulasse qui n'était pas du tout bonne pour la santé, etc., etc. Donc, gardons raison, arrêtons de paniquer la jeune génération parce que sinon, ils vont tous se flinguer et ils vont faire 0 bébé et on ne va pas être avancé. C'est super intéressant. Alors, je sais déjà ce que tu vas me répondre, mais j'ai quand même envie de te dire, pour faire l'avocat du diable, que c'est grâce aux efforts justement que nous ont fait faire les écologistes qu'on en est arrivé là. Absolument pas. C'est grâce à la technologie. C'est grâce à la technologie. Ouais. Ok. Si je m'en doutais. Si on ne crève plus avec des milliers de morts d'intoxication alimentaire, c'est parce qu'on a des pesticides qui tuent les bactéries dangereuses dans le sol. Si on a une pollution de l'air qui n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui dans les grandes villes, c'est grâce aux technologies de désulfuration, etc., etc. Non, c'est la technologie qui permet de vivre plus longtemps, c'est la technologie qui permet de vivre plus sainement, c'est la technologie qui développe un environnement plus sain. Ça n'est pas
le combat des écologistes. En plus, les écologistes connaissent vraiment pas grand-chose en écologie. J'ai pu l'observer à chaque fois que j'ai débattu avec Sandrine Rousseau. Son manque total de connaissance de l'environnement et de l'écologie fait froid dans le dos. T'as vraiment une opinion à contre-courant complet de ce qu'on peut écouter dans les médias classiques. Pourquoi on n'écoute pas, pourquoi ton discours on l'entend, que de ta bouche on l'entend pas? Parce qu'il y a beaucoup plus d'audience pour dire que la fin du monde arrive que pour dire que les choses s'arrangent. Les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Les propos normaux, sages et raisonnables n'intéressent personne. Regarde sur les réseaux sociaux. Ce qui intéresse les gens, c'est des idées fausses, des trucs monstrueux, des horreurs, des mutilations, des gens qui meurent en faisant des selfies, etc. Regarde sur Instagram, sur 1000 Reels sur Instagram, il n'y a rien de normal. Il n'y a que des trucs débiles, complètement foufou, super dangereux, avec des gamins qui sautent d'un immeuble à l'autre au risque de se tuer, etc., etc. C'est normal que les discours raisonnables attirent moins que les discours catastrophistes. Ça a toujours été comme ça. Ça ne va pas changer tout de suite. Quand la presse du Gutenberg est arrivée, avec une augmentation très vite des livres écrits, il y a plein d'intellectuels de l'époque, entre 1450 et 1550, qui se sont plaints parce que les livres, la plupart des livres, c'était pas la Bible, c'était pas des livres scientifiques, c'était des livres qui racontaient des horreurs sur les sorcières, des trucs surnaturels, etc., etc. Ça a toujours été comme ça. Ça ne va pas changer. Va dans les médias en disant la pollution diminue, ça n'intéressera personne. Dis qu'on va tous crever parce que la population explose, alors même que c'est mensonger. Tu vas casser la baraque et tu vas faire une audience de dingue. Ouais, c'est fou ça parce que on parlait avec Matt là, avec qui je vais faire un podcast la semaine prochaine, qui est lui un expert du golf. Et en fait, il a une activité où il est à cheval entre la kiné et la prépa physique. Et il me disait, vu qu'il a cette activité qui est un peu plus commerciale que l'activité kiné, en fait, il me disait, c'est fou parce qu'en fait, la prévention, ça fait pas vendre, vraiment pas du tout. Ce que veulent les gens, c'est performer ou guérir une fois qu'ils sont dans la merde. Enfin, je veux dire, en fait, tu commandes pas ce que les gens veulent et ce que les gens veulent, c'est souvent pas ce qu'il faudrait qu'ils veulent, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais Évidemment. ouais, c'est malheureux, mais c'est comme ça. En tout cas, super intéressant. J'avais une petite question à la fin, un peu plus philosophique. Ça fait 1h20 déjà. Hein. Ouais, une dernière question, et puis après on est bon. Ouais, Mais, vas-y. le but de la vie, selon toi, selon Laurent Alexandre, qu'est-ce que c'est le but de la vie à la fin? Essayer d'être plutôt heureux et pas trop malheureux. Essayer de faire des trucs intéressants. Essayer d'éduquer sa famille, ses enfants, d'essayer de conduire sa famille sur un chemin le moins chaotique possible, le moins troublé possible, d'essayer de donner quelques valeurs à ses enfants, en leur laissant une liberté. Il ne s'agit pas de les formater intellectuellement et d'en faire des clones de soi-même, essayer d'avoir une activité dans la société civile, à quelque degré que ce soit d'être président du club de boules de Carpentras ou de faire de la politique ou de créer une boîte. J'ai une vision assez simple de ce que doit être le but de la vie. Il faut essayer de faire des choses, d'accompagner la société, de faire grandir sa famille, et puis d'essayer de prendre son pied en évitant d'être malheureux et en assumant les inévitables contrariétés, parfois graves, notamment en matière de santé, que la vie nous apporte. Ok, très intéressant. Plein de sagesse et de simplicité finalement, comme tu dis. Ouais. Le but de la vie n'est pas d'être milliardaire en dollars. Hein. Oui. On nous le fait croire, mais... Non, il n'y a pas beaucoup de gens pour le croire, en tout cas pas moi. Ok. Voilà. C'est bon. Super. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ton invitation et à bientôt. Avec plaisir. Les gens peuvent te suivre sur Instagram, Facebook. Tu es actif sur quoi? Sur quel réseau? Bah oui, tu peux mettre mon Insta et mon Twitter. Allez, ça marche. Je fais comme ça. Merci beaucoup, Laurent Alexandre. Merci pour ton temps. Au revoir. À bientôt. Allez.